Salut, j'espère que tu vas bien à la maison, que tu te prépares aussi pour la période des fêtes. Peut-être le sapin est-il fait, mais les cadeaux sont peut-être pas terminés. Puis là, Sarah Maud m'a dit qu'elle me réservait une surprise. Ben hâte de voir de quoi il s'agit. Petite période de stress présentement qui m'habite. C'est à voir, elle qui est évidemment chroniqueuse en photographie. Aline Dib, qui est conseillère municipale de Saint-Martin, sera avec nous pour nous parler de dossiers ici sur le territoire lavallois. Myriam Gervais, qui est courtière immobilière aussi, vient nous parler de l'importance de bien faire inspecter sa maison. Ou sinon, évidemment, si on est dans la portion acheteur-vendeur, il peut y avoir plusieurs nuances à comprendre. Guylaine Archambault nous invite à découvrir durant la période des fêtes le musée de la santé Armand Frappier. Aussi, Marco Bérubé, auteur sur les stratégies web en tant qu'entrepreneur. Vraiment, une rencontre fascinante un peu plus loin. Karine Roy, qui est coach en gestion, vous donnera les clés pour, en tant que gestionnaire bien délégué. Aussi, Nicolas Vincent Poirier vient nous parler de cinéma avec le plus récent film de Ridley Scott, Napoléon. Et aussi, un peu plus loin, on vous fait découvrir Jean-Pierre Dauteuil, lui qui est auteur d'un livre sur les Nordiques de Québec, mais qui se concentre plutôt dans la période de l'AMH pour les Nordiques. Mais tout d'abord, rencontre avec Bertrand Godin, qui depuis 20 ans fait de la sensibilisation pour contrer l'alcool au volant. Bonne émission. Depuis 2003, il fait à cette période-ci de l'année de la prévention à l'approche de la période des fêtes, de la saison hivernale aussi. On doit changer évidemment notre façon de conduire, s'adapter également. C'est un autre message qu'on rappelle avec Bertrand Godin, qui est spécialiste en matière de conduite automobile, mais également lui qui forme aussi des futurs policiers à l'École nationale de police. Lui-même aussi pilote professionnel depuis de nombreuses années. Bertrand Godin, qu'on trouve un habitué de l'émission. Salut Bertrand. Hey, salut. Content de te retrouver. Cette période-ci de l'année pour toi, ça fait depuis 2003, donc 20 ans cette année que tu fais un message de prévention soutenu avec l'aide de la brasserie Labatt également pour supporter le tout. Est-ce que le comportement des conducteurs a changé malgré ta sensibilisation et puis les messages qui circulent abondamment depuis 20 ans? Est-ce que tu as vu quand même un électrochoc chez les conducteurs automobiles québécois? Bien, je dirais que oui. C'est certain que le message qui est offert par la brasserie Labatt de se préparer quand vient le temps de festoyer, de s'abstenir de conduire lorsqu'on a consommé de l'alcool et d'avoir un conducteur désigné, ça fait son bout de chemin. Mais ce que je vois aussi, c'est que les jeunes, et je lève mon chapeau bien haut auprès des jeunes qui se préparent justement, qui prennent les clés, parce qu'on le sait, eux autres, c'est zéro alcool de toute façon depuis qu'ils ont leur permis. Et ils continuent sur cette tradition-là de se dire, ben regarde, j'ai survécu à ne pas prendre d'alcool lorsque je prends le volant. Donc, on continue comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Je pense que c'est un bel exemple là, par rapport à qu'est-ce qu'on voyait dans les années 70, 80, où il n'y avait pas de message, où là, les gens sont plus conscients et on demande zéro alcool, tout simplement parce qu'on le sait, hein, le mélange fatigue avec de l'alcool, médicaments, alcool, drogue, alcool, c'est vraiment néfaste pour les facultés et c'est ce qu'on a besoin lorsqu'on est au volant. Ben oui, puis on le dit, celui qui est le conducteur désigné, donc c'est celui qui a pas pris d'alcool. Je veux dire, tu sais, c'est pas celui qui a bu le moins, c'est celui qui a pas bu tout simplement. On peut tous s'entendre là-dessus? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est pas celui qui a consommé le moins. Et pour vous dire, il y en a des fois hein, qui, bon, ils prennent un verre, deux verres, puis ils se disent « Ah, je me sens bien, il n'y a pas de problème, je peux conduire. » Eh bien, il y en a plusieurs qui restent surpris lorsqu'ils arrivent dans un barrage et qui soufflent et là, qui dépassent la limite permise. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on est zéro alcool, on est certain à 100%, ouais. Et ça, c'est vraiment génial. Je t'ai lu quelque part, Bertrand, et tu parlais de l'effet tunnel quand on conduit une voiture automobile. Explique-nous pour le bien des gens, c'est quoi l'effet tunnel, en lien aussi avec les réflexes, hein, puis question d'avoir vraiment ces facultés. Explique-nous c'est quoi.
Mais c'est certain que l'alcool, ça affecte le jugement, le discernement. Et le jugement, le discernement, ça vient avec la capacité de voir, du temps pour pouvoir analyser et du temps pour pouvoir faire. Donc, lorsque notre métabolisme est ralenti, eh bien, ça amène encore plus l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est justement les gens qui ont tendance à regarder juste par le pare-brise, qui ne se tombent pas nécessairement la tête pour voir large. Or, c'est lorsqu'on voit large qu'on est plus conscient de notre environnement qui va faire en sorte de coordonner les freinages et de coordonner toutes les manœuvres finalement, de voir un danger à l'avance. Et ça, c'est un des éléments que je remarque énormément chez les gens. On oublie que les vitres latérales sont transparentes et qu'on peut regarder large et faire en sorte d'anticiper visuellement lorsqu'on arrive à une intersection. À ce moment-là, ça fait en sorte que le danger, on le voit à l'avance et à ce moment-là, beaucoup plus facile à gérer. Ouais. On est dans nos premières neiges au moment de se parler et je pense que même si ça fait 40 ans que tu conduis, je le vois, les gens ont toujours besoin de quelques heures ou de quelques tombées de neige, si je peux dire, sur la chaussée pour être en mesure de se réadapter à la conduite automobile sur la neige. Quel est ton truc ou ton conseil pour les gens qui nous écoutent pour à nouveau être fin et prêt lorsqu'il y aura, là elle est tombée, elle fond, mais lorsqu'elle sera là de manière persistante sur la chaussée pour les gens qui nous regardent actuellement? Pour rester calme, il faut s'assurer de bien lire la route. Et ça, hier, on avait quand même des situations assez problématiques parce que la neige était lourde et souvent le déneigeuse n'avait pas passé. Donc, il y avait 2 sillons qui se remplissaient d'eau. Donc, si on restait en plein milieu de la voie, on tombait sur l'aquaplanage. Si on se tassait à gauche, on tombait dans la grosse neige et là, le pneu se bourrait de neige et là, c'était instable. Mais il y a d'autres fois où, ça va être de la glace partielle. Donc, souvent, je dis aux gens, soyez conscients de ce que vous pouvez faire avec la voiture. Donc, quand vous partez, vous avez un doute avec la chaussée, personne en arrière, personne en avant, faites un test de freinage et à ce moment-là, vous allez sentir, si vous sentez que la pédale vibre, c'est-à-dire que le système ABS embarqué, ça veut dire déjà qu'on dépasse les capacités. Autrement dit, il ne faudrait pas se rendre jusqu'à l'ABS lorsqu'on arrive au freinage parce que l'ABS, c'est un système qui va prendre en charge, qui va vous aider, mais la gestion sans que l'ABS embarque, c'est là qu'on est capable de freiner la voiture dans la plus courte distance. Oui. Et il y a quelque chose aussi que je veux parler avec toi, Bertrand, parce que moi, j'ai l'impression que le Québécois moyen, là, on dirait là, qu'on chauffe tout croche. OK, on peut-tu en parler 2 secondes? En plein milieu d'une ville, d'un village aussi en période rurale, mais même en ville, le monde, ça fait pas leur stop à moitié, ça sait pas que c'est autour au piéton, passage piétonnier à passer, puis là, le piéton passe, fait que là, le conducteur automobile envoie promener, envoie paître le piéton ou le cycliste qui est à son tour. Sinon, les gens arrêtent en plein milieu de la route, ça baisse les fenêtres, au lieu de se ranger sur l'accotement, ça jase comme s'ils étaient dans le salon chez eux. On dirait qu'on n'a pas conscience au Québec que la rue ne nous appartient pas et que c'est dans le fond une chance qu'on a de pouvoir circuler et qu'on doit respecter les règles. On dirait qu'on a, même si on a 25 ans, puis là je reviens avec des gens qui ont de l'expérience, on dirait qu'on a oublié de conduire, de savoir qu'un feu clignotant, c'est pas une option non plus. Moi, ça vient, excusez, mais ça vient de me, en tant qu'automobiliste, en tant aussi que coureur, je cours beaucoup, fait que je vois les erreurs aussi, puis je m'inclus là-dedans, le monde. On dirait qu'on est tous pareils. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Toi qui formes des futurs, justement, aspirants policiers qui vont nous donner l'étiquette. Voyez, les policiers ont plusieurs exemptions. Hein. Ils en ont 32, dont la vitesse. Ils peuvent passer sur un stop sans arrêter. Eux autres, ils ont le droit parce que c'est des exemptions au code de la sécurité routière. La raison pour laquelle on a mis des règlements, par exemple, pourquoi qu'on met un stop, pourquoi qu'on met des limites de vitesse, c'est pour avoir le temps de voir, d'analyser, passer à l'action. Mais souvent, je vois beaucoup de gens, on ignore les gens autour de nous. Donc, c'est pour ça, lorsque vous arrivez à un stop, échange visuel avec l'autre conducteur, savoir c'est quoi son intention. On voit combien de gens qui, la lumière est verte, décident de repartir, ne regardent pas. Ça se peut qu'il y en ait un qui manque son feu parce qu'il est distrait, parce que pour diverses raisons. Donc, on l'a vu des fois, un enfant pleure derrière, les parents se retournent, regardent et là, manque le feu. Donc, c'est pour ça que conduire, ça demande une gestion de l'environnement.
c'est pas parce que vous roulez à 50 km/h que ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Donc, c'est pour ça que il n'y aura aucune vitesse. Vous pourrez vous dire que je suis sécuritaire à 100%. La meilleure sécurité, oui, des fois, puis moi, écoutez, en course, on roulait à 340 km/h, mais on voyait les choses bien à l'avance. On n'était pas en mode réactif au niveau de la conduite. Et c'est drôle que tu parles de vélo, parce que l'autre jour, je fais du vélo, puis moi, je fais mes stops à vélo. Et là, les automobilistes sont tous surpris de voir un vélo qui fait son stop. Donc, c'est pour ça que le code de la sécurité routière, c'est pas juste pour les automobilistes, c'est pour tout le monde. On partage la route et si on fait ça, eh bien, ça va être beaucoup plus simple. On va réduire le nombre d'accidents mortels et on l'a vu, là, il y a eu quand même 13% d'augmentation. Donc, faut faire quelque chose, mais pour ça, il faut avoir nos facultés, il faut être zen quand on est au volant, essayer d'éviter la rage au volant. Et c'est facile d'en avoir pas mal. Les gens voient beaucoup de ce temps-là sur les routes. Ouais, il y a Nez Rouge également qui est toujours là, opérationnezrouge.ca si les gens veulent s'y rendre, avoir plus d'informations. Je bifurque parce que tu es occupé, Bertrand, dans la vie et tu aussi embrasses plusieurs causes, dont celle de procure.ca qui peut vous donner de l'information, mais qui mène sa campagne annuelle au mois de novembre avec le Neuvembre. Puis même si le mois de novembre se termine, je pense que c'est important quand même de le rappeler parce que c'est de la prévention, c'est la sensibilisation, puis les fonds amassés, ça va soutenir la recherche pour le cancer de la prostate. On l'a vu récemment, en plein mois de novembre en plus, Carl Tremblay des Cowboys fringants qui est décédé. Ça nous a rappelé à quel point que ça peut toucher des hommes très jeunes. Il n'avait que 47 ans. En plus de tout ça, avait été diagnostiqué à l'âge de 45 ans en plus. Évidemment, pour toi, pourquoi c'est important de, encore une fois, t'impliquer dans cette cause cette année? Parce que mon ami Jean Pagé en est décédé. Et je pense que si on regarde dans notre entourage, chacun de nous, on est capable de voir un ami, un parent, un père, un oncle, un frère, un cousin qui a eu le cancer de la prostate. Donc, c'est certain que pour moi, c'est une cause extrêmement importante. Et oui, le mois de novembre, c'est le mois pour ramasser des fonds qui va permettre justement à Procure d'offrir cet argent-là à des chercheurs qui vont trouver des solutions. Et là aussi, il y a eu beaucoup d'améliorations depuis les 20 dernières années. Mais aussi, il y a une ligne ouverte 7 jours sur 7 pour justement les gens qui veulent avoir de l'information parce qu'il y a 19 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic et ça amène énormément de stress. Ouais. Lorsqu'on est conscient qu'aujourd'hui la recherche va bien, le dépistage est le meilleur outil et c'est la raison pour laquelle souvent le dépistage, on le commence à 50 ans. Et malheureusement, des gens comme Carl Tremblay qui ont découvert trop tard qu'ils avaient ce cancer donc fait en sorte que les chances sont beaucoup moins grandes de survie. Donc, c'est pour ça que les hommes demander un test de dépistage, aujourd'hui, ça se fait par une prise de sang, donc c'est demandez-le et à ce moment-là, on va réduire énormément les cas de cancer de la prostate. Oui, puis on va se le dire, tu sais, il y a encore des hommes, tu sais, ils sont faits tough, puis ils sont solides, puis on n'aime pas non plus montrer nos vulnérabilités ou parler si on a un bobo, il y a quelque chose, puis c'est important de pouvoir dialoguer, puis d'inciter nos proches aussi, nos papas, nos grands-papas à y aller si on pense qu'il y a une anomalie. Puis, on l'a vu avec, tu l'as tellement bien rappelé, le cas de Carl Tremblay. Bertrand, merci beaucoup. Puis, il y aura également les liens au bas de l'écran, mais il y a la collection aussi Bertrand Godin, si on veut faire des cadeaux aussi. Donc, des bas, couverture réconfortante, chandail, effectivement. Alors, il y a tout ça au bas de l'écran. Merci beaucoup à toi d'être passé à notre émission, puis joyeux temps des fêtes. Oui, joyeuses fêtes, en toute sécurité. Merci. Elle est ambassadrice pour Nikon Canada et photojournaliste. Salut Sarah Maud. Salut Alex. Évidemment, toujours heureux de te retrouver. Et là, tu nous exposes ce que c'est les réflecteurs. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un réflecteur? En fait, c'est une question très intéressante que ça me fait plaisir de répondre dans une autre chronique parce que si tu te souviens bien, au début de saison, on avait parlé qu'on te ferait une petite surprise. Oui. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Ah, ouais? Oui. Oh, donc là, il va falloir que, en fait, je vais te montrer un peu comment se passe une conversation entre un photographe et son sujet selon mes croyances. Donc, ce que je vais t'amener à faire, c'est changer de place avec moi. OK, parfait. Fais ça. Hey, je me prête au jeu, je ne le savais pas. Je tiens à le dire à tous ceux qui...
qui regardent actuellement. Donc, là, je me demandais... probablement la prochaine chronique, Ouais. les réflecteurs. Mais direct là, maintenant, pour l'instant, ça va vraiment de juste d'avoir du fun à discuter avec que toi. je fasse... J'adore, c'est parfait. C'est bien, t'es déjà ouvert. C'est bon? Ben là, évidemment, je Parce qu'en fait, le niaise. but, c'est de s'amuser. Ben oui, mais c'est ça le but. On s'amuse. J'ai déjà été évidemment dans un shooting photo avec toi et je l'ai toujours dit, je le ramène quand même de temps en autre, mais c'est que tu sais mettre ton sujet devant l'objectif vraiment de façon très à l'aise, rapidement. Ta façon justement d'aborder quand on commence du point A avec un client, est-ce que c'est de lui demander justement où il ne veut pas aller, qu'est-ce qu'il veut faire? Évidemment, ça demeure, j'imagine, un des... Je sais que tu me prends en photo pendant ce temps-là. Fait que je tente de bifurquer et faire attention. Ce que je trouve tellement mignon, c'est que tu continues de garder le contrôle de l'émission. Ben oui! Que c'est pas du tout à toi de le faire, c'est moi qui c'est toi aussi. C'est moi qui t'amène. Ça, c'est comme dans une relation intime. J'aime ça l'idée. OK, c'est trop de détails. J'aimerais ça justement que tu me dises un petit peu pourquoi tu as commencé à faire de l'animation. Ah, ben parce que j'adore apprendre, j'adore pouvoir, je sais pas, je te dirais, une espèce de rencontre humaine. J'adore les êtres humains, j'adore... parce que je trouve que chaque être humain a une histoire à raconter. Ça demeure un peu peut-être cliché, mais pour vrai, je pense que chaque être humain est unique, si on le dit très souvent. Puis il y a toujours quelque chose qu'on peut soutirer, que ce soit sur le plan d'un témoignage, d'une histoire qui va me faire apprendre sur moi, où on peut échanger aussi nos différents backgrounds, nos univers, je vais le dire comme ça. Puis sur le plan, je dirais, des autres cultures aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est les autres cultures. Des fois, au sein même de notre quartier, comme à Laval, on sait qu'on est une ville très cosmopolite. Fait que des fois, au sein même de notre quartier, de l'autre côté de la rue, il y a quelqu'un qui vient d'un autre pays ou qui parle une autre langue, qui peut nous partager un mets, une chanson de son artiste préféré. À partir de quand tu as commencé à réaliser que tu t'intéressais à ça? En fait, j'avais 5 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Coupe Stanley du Canadien en 93. Oui, c'est vrai que tu es un passionné de Coupe Stanley. Oui, je suis un passionné de hockey, de sport. Ouais. Puis justement, le hockey, c'est quelque chose qui est rassembleur. C'est souvent, justement, que tu sois noir, que tu sois gay, que tu sois, peu importe de quelle communauté dont tu proviens, c'est tellement rassembleur, c'est une façon de parler le même langage. Puis pour moi, justement, ça a été d'entendre Claude Kenville, qui était le descripteur des matchs de hockey à l'époque à la SRC, qui disait des noms de Russes, des noms de Québécois. Puis pour moi, c'est aussi banal que d'apprendre la prononciation des noms étrangers. Ça m'a vraiment toujours fasciné. Ça a été ça au début. Puis les statistiques aussi. Ça a été bien pour moi, les chiffres bien intéressants. Fait que tu es vraiment curieux en fait, de beaucoup de choses. Mais est-ce que tu dirais que tu cherches quelque chose en dedans de toi à travers ça? Est-ce que tu cherches des réponses? Non, je pense que non. Parce que pour vrai, je les ai tellement trouvées, entre guillemets, les réponses ou comment je te dirais ça? Tu sais, se trouver en tant qu'identité. Tu sais, en fait, je te répondrai ceci. Ouais. C'est que... Tu peux parler normalement, tu n'es pas obligé de parler de façon télévisuelle. Je te dirais que... Ouais, faudrait... OK. Veux-tu que je sorte mes crottes au fromage qu'on rentre comme dans la case au sport? Ah, tabarnade. Non, mais je te dirais que oui, parce que quand il faut que tu trouves ton identité en tant que personnage, télé, radio, tout ça, ça fait en sorte que tu trouves ça quelque part à travers ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que pas tant. Il faut que j'explique. En fait, je veux même pas que tu me l'expliques, juste que tu me dises qu'est-ce que tu as ressenti quand ça a commencé à arriver pour vrai. C'était quoi la première impression quand tu as réalisé que tu commençais à prendre confiance en toi? Ça a été de dire hey, j'ai de quoi à dire. J'ai de quoi à dire. Ça a été aussi de dire que j'ai ma place dans ce monde-là, dans ce métier-là. Ça a toujours été mon rêve quand je te disais que j'avais depuis mes 5-6 ans que j'ai eu l'éveil. Fait que ça a été de dire hey, j'ai des réflexions, je suis pertinent, je peux trouver ma place dans ce monde-là. Puis je te dirais que c'est un peu ça, ouais. Puis aussi, c'était de voir que, tu sais, parfois, on peut aussi on n'a pas besoin de toujours d'en faire trop pour que les gens nous apprécient. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens sentent, les téléspectateurs, les auditeurs à la radio aussi, ils aiment le vrai, ils aiment l'authenticité. Puis je pense qu'une de mes forces, c'est ça, c'est d'être capable d'être vrai, de parler aux gens, de raconter les choses. C'est un don qui m'a été, merci à la vie, merci je sais pas qui, mes parents peut-être, avec les qualités naturelles qu'ils ont, mais ça m'a été transmis d'être capable de
de raconter quelque chose, d'être sincère. Puis ça, les gens, on peut pas, encore moins en 2023, être bullshiteux là-dessus. Je pense que les gens, une rencontre humaine ou une voix humaine que tu entends ou que tu vois te raconter quelque chose, si tu sens pas la sincérité, dans ton domaine, tu le sais. Il y a combien de gens que tu photographies que tu sais qu'il y a un mur, il y a quelque chose qui le mettent devant eux, un voile pour pas complètement s'ouvrir parce qu'ils ont peur de démontrer leur vulnérabilité. Puis ça, pour vrai, ce métier-là m'a appris dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Les deux se sont nourris pour que je sois capable et ouvertement, je puisse parler de ma vulnérabilité. Puis, tu sais, c'est ma psychologue, j'ai déjà raconté ici que je vois un psychologue puis il n'y a rien de mal à le dire. Évidemment, c'est pas tabou, mais pour certains, c'est encore la santé mentale, des fois, une zone qu'ils ne veulent pas aller. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme marque sur cette planète? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi? Eh, boy, ça serait présomptueux de dire que je pourrais laisser quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais laisser? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Hey, quand tu seras mort. Sur l'épitaphe, Bobo. Peut-être pas sur l'épitaphe parce que c'est trop court, mais je veux dire, tu sais, qu'est-ce que tu aimes? Tu sais, on dit souvent, par exemple, soyez ce que vous voulez voir dans ce monde, tu sais, par exemple. Hey, tu m'amènes là, toi, en plus, aujourd'hui. Hey, je pensais pas, les gens qui sont à l'écoute, mais je suis content de le faire avec quelqu'un à qui j'ai en pleinement confiance, Sarah Maud. Là, je gagne du temps, là, hein, tu le sais. Ben non, parce que je cherche comment l'articuler, comment le dire. Je suis très candide présentement, mais moi, je pense que j'aimerais ça que les gens, ils gardent justement ce côté-là humain. Je ramène ça, puis que je suis vraiment là pour les bonnes raisons, que je suis à l'écoute des gens, tu sais aussi que dans le fond, je suis un passionné d'art et culture, puis que j'ai voulu donner une tribune à des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement l'occasion de pouvoir toujours parler de leur réalité ou de pouvoir exposer leur talent. Donc, de peut-être une genre de courroie de transmission, je vais le dire comme ça, là, de ceux qui sont des artistes émergents dans le contexte musical ou de parler d'enjeux sociaux. Donc, en fait, tu es un photographe verbal. En fait, tu veux montrer qui sont les gens, mais à l'intérieur d'eux. Oui. Je résume ça comme ça. Oui, c'est donc un transmetteur? Oui, exactement. Une antenne pour ceux qui, effectivement. Puis, dis-moi, est-ce que, par exemple, ton rêve final, ton plus grand rêve, ce serait quoi? Si tu es à l'aise d'en parler, on s'entend que je veux pas non plus te forcer la main. C'est du cas, je veux pas être flagorneur ou je veux pas... Non, arrête, on s'en fout, on est entre nous. Là. Tu seras ce que tu auras de l'air. Non, je sais, mais... ce que tu auras de l'air. Non, mais je t'avouerais que je le fais déjà au quotidien. Parce que je fais aussi de la radio pour les gens qui le savent, parce que j'en parle parfois. C'est une autre tribune sur laquelle j'ai l'occasion puis j'ai la chance de m'exprimer. Puis je te dirais que pour vrai, d'avoir un micro, d'avoir en 2023 une occasion quotidiennement de parler à des gens. En plus, c'est l'émission du matin, qui est l'émission la plus importante dans une station de radio. C'est JSO 101.7. Qui est dans une station de radio, l'émission qui donne le ton à la journée, qui donne le ton aussi aux autres collègues qui vont suivre par la suite. C'est un vrai privilège pour vrai. Puis tu sais, c'est avec beaucoup de conscience, de reconnaissance aussi, de gratitude. Pour vrai, là, ça, c'est complètement sincère ce que je dis là. Parce que c'est une position que tu n'as pas nécessairement toujours dans la vie, que certains animateurs ont déjà voulu avoir, qu'ils n'ont pas pu avoir. Puis, je pensais pas qu'un jour, j'aurais peut-être le talent, l'expérience ou peut-être, je voyais pas ça en moi. Puis, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance. C'est Jeff Paquet, qui est mon directeur des programmes, qui est un homme de radio d'expérience, de 30 ans d'expérience, qui lui a toujours décelé ça en moi. Puis, il me l'a évidemment raconté lorsqu'il m'a embauché. Puis depuis ce temps-là, ça m'a tellement donné des ailes sur plein de sphères dans ma vie. Ça m'a donné confiance, une nouvelle passion pour ce métier-là. Puis même si c'est des sacrifices à faire, on se lève à 3h30 du matin, chaque matin. On se couche tôt la semaine, à 8h le soir, j'y manque pas. Il reste que je me sens, après un an, à la même antenne, avec ce rythme de vie-là, je me sens tellement privilégié. Puis ça m'a donné des ailes pour faire mon marathon. Ça m'a donné des ailes pour prendre confiance en moi sur plein d'autres sphères de ma vie quand je parlais de confiance. Là. Je pense pas que j'aurais été aussi mentalement et physiquement disposé si j'avais pas eu cette confiance-là de la part de d'autres personnes. C'est pour ça que je dis des fois aux gens, faut s'ouvrir aux autres, faut rester allumé. Puis quand il y a des gens qui nous tendent la main, c'est tout le temps le plus fun d'y aller en équipe. Puis ça demeure cliché, là, mais c'est tellement
vrai, puis de s'entourer de bonnes personnes en qui on fait confiance, c'est mutuel, puis auquel on sait qu'on peut vraiment, dans des jours heureux, moins heureux, sur qui on peut compter. Ouais. Puis, toujours en lâchant ton verbe. Oui, ma verbe. Oui, parce que tu t'exprimes très, très bien, mais tu t'exprimes très bien aussi quand je t'entends parler à la régie de hockey. Tu n'as pas l'air de ça nécessairement. Donc là, la prochaine fois, j'aimerais que tu me forces à ne pas parler télévisuel et de me dire si un acteur avait joué ton rôle, ça serait quel trait de caractère qui sortirait? Et y a-tu des gens, Jacques, peux-tu répondre pour moi, Jacques, qui est là présentement? Vas-y, toi. Il est très embarrassé de répondre. Tu peux répondre, Jacques. Jacques qui est derrière la caméra. Viens-t'en, Jacques. Viens-ten, Jacques. Viens-ten. Allez, viens-t'en, Jacques. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut répondre. C'est pas grave. C'est toi. C'est une question très difficile que tu oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dirait, Jacques? Je sais pas. Quel trait de caractère un acteur jouerait s'il devait jouer Alex dans un film? Je verrais dans le rôle d'un prêtre. C'est ça ce que tu dis, toi, mon cher. Mais non, mais pour vrai, je pense que... Pour de vrai? Tu pourrais être... je pense que tu as un bon rôle de journaliste, tu aurais un rôle de médecin, tu pourrais avoir un rôle de... Tu peux avoir plusieurs rôles. Mais mettons quel trait de caractère qui ressortirait le plus? C'est ça. Dans le fond, peut-être mon dynamisme, je pense, ma joie de vivre. La quoi? Il est calme en général. Tu trouves qu'il est calme? Ouais. Non, il est sarcastique, je pense. Non, c'est pas sarcastique, t'es sérieux? Ah ouais, non, moi je trouve que c'est parce que... Non, tu ne connais peut-être pas assez. Ouais. Ben non, je pense que c'est ça que tu ne connais pas assez là-dessus, Mais je trouve intéressant que tu demandes... Mais... Merci beaucoup. Je trouve intéressant que tu demandes à quelqu'un d'autre de donner ton propre trait de caractère. Ouais. C'est difficile de... Mais c'est difficile, on se voit pas, tu sais, je veux dire, on se voit pas nécessairement aller quotidien, mais non, moi, je dirais peut-être mon dynamisme, ma joie de vivre. Je pense que mon côté près des gens, ma proximité, ma chaleur humaine, je pense que ça, ce serait mon honnêteté. Je pense que je suis quelqu'un de très honnête. Je pense, ouais. Puis, si tu avais été interviewé par quelqu'un, ça serait qui la personne que tu voudrais être interviewée par? Qui voulait. Ben oui, toi, c'est ça. Je pense que ce serait Mike Gauthier. Parce que j'ai Mike Gauthier qui est un homme évidemment renommé dans le domaine du journalisme culturel au Québec, qui a été un de mes premiers, autant Musique Plus que d'autres à la radio, à d'autres tribunes, qui pour moi a amené une pertinence à ce métier-là, qui m'a démontré que faut toujours être bien préparé. Puis je sais pas, j'ai un respect, je jaserais musique avec lui, journalisme. J'aurais vraiment une envie de jaser avec lui. On l'a déjà fait, mais de refaire cette conversation-là quelques années plus tard après avoir fait pour la première fois, je pense. Ton moment le plus heureux cette semaine, c'était quoi? Mon moment le plus heureux, c'est aujourd'hui. C'est avec toi. Hey, ça, c'était mon moment le plus heureux. Chance, t'es honnête. Ouais, je suis vraiment honnête. Jamais. Je mange jamais. Non, c'est ça. Surtout pas là. Hein. Non, je t'avouerais que ce serait ça. Ouais. OK. C'est le moment que tu as préféré? Ah oui. Est-ce que tu aimes ça qu'on s'intéresse à toi? Oui, mais pas de cette façon-là. Pourquoi? Je suis habitué de faire ça avec les autres. OK. Donc là, on t'a sorti un petit peu de ta zone de confort. Oui, mais c'est correct. Ouais. J'adore ça. J'adore ça. Puis je suis content que tu l'aies fait. Ouais. Je suis content que tu l'aies fait. Et moi aussi. Puis tu vois, j'ai plein de bonnes photos de toi avec plein de réactions qui sont sincères et honnêtes et j'adore ça. Je sais qu'il nous reste plus beaucoup de temps, donc je voudrais juste vous remercier pour votre écoute aujourd'hui. Je vous présente Alex Trudel, animateur aussi. Hey, bonjour. Pour votre information. Donc voilà. Merci de m'avoir appris à... ça me fait plaisir, Alex, que tu sois venu à notre émission. On déconne parce qu'on sait qu'on aime... On se connaît depuis longtemps. On aime, dans ma philosophie de vie, je pense qu'il faut savoir s'amuser. Et tu le fais très bien, je trouve. J'ai pas sorti beaucoup de mon cadre d'animateur, mais bon, je pense que tu as réussi à... Mais dans la vie, je trouve que tu t'amuses aussi, puis tu prends les choses, pas à la légère, mais justement, parce qu'on ne prend pas les choses à la légère, il faut s'amuser. On s'amuse, on s'est amusé. Dans un autre contexte d'émission, ça répète aussi le fun aussi, parce que justement, tu sais, d'être toujours à la même place et de sortir de sa zone de confort, je trouve que c'est une bonne manière de, justement, apprendre à s'amuser, travailler, chercher des choses qui sont intéressantes autant dans une entrevue que dans une séance photo. Là. Donc, c'était ma manière un peu de montrer aussi que des fois, c'est ça, faire de la photographie, c'est déstabiliser, mais avec un petit côté le fun en derrière. Sympathique, funny. Quand on sait que la personne est capable de le prendre, évidemment. Quand elle est ouverte, oui, tout à fait. Il y a un lien de confiance. Oui, je savais quand même... je vais quand même te laisser présenter la fin, si tu veux. Ben c'est ça. T'es meilleur que moi. Oui, ben je vais te dire merci. Puis évidemment, tous les liens sont au bas de l'écran pour te suivre sur ton compte Instagram. Et cette vidéo ne s'y retrouvera pas. On verra. Ah oui, merci à toi. Merci aussi.
Ça fait 10 ans qu'elle est votre élu, Jean de Saint-Martin, peut-être, qui est à l'écoute. Et tout de suite avec moi, on va jaser d'ailleurs de nouvelles politiques que la Ville de Laval s'est dotée là, en août dernier. C'est Mme Aline Dib, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup, M. Trudel, pour cette belle invitation et d'avoir donné cette opportunité de parler de ce dossier qui a évolué dernièrement. Ben oui, justement, allons-y tout de suite parce que la Ville de Laval qui s'est dotée d'un premier plan quinquennal sur le cadre de référence en immigration et de diversité ethno-culturelle. Pourquoi c'était important, tout d'abord, de la Ville là, de se doter d'un tel plan? Bien, tout d'abord, je veux dire, c'est vraiment important pour moi personnellement, à part la Ville, et on est fiers de ce plan d'action. En tant que responsable du dossier des relations interculturelles, et comme vous l'avez mentionné, ça fait 10 ans, et on voit l'évolution de ce dossier à travers ces dernières années. Pourquoi? Parce que à la Ville de Laval, on observe et on remarque qu'il y a aussi une augmentation dans la communauté interculturelle. La diversité culturelle, là, ça grandit de plus en plus. Là. Exactement. Fait qu'on on est considéré la 3e grande ville au Québec en immigration. Alors, ceci dit que, les actions ont avancé. On parle aussi d'un tiers de la communauté lavalloise, de la population lavalloise issue de l'immigration, 2 sur 3 Lavallois issus de l'immigration. On parle de 2e et 3e génération, évidemment. Oui, les 6 Lavallois sur 10, effectivement, là, qui sont issus de l'immigration. Et les orientations de ce cadre de référence, là, sous quel axe, par exemple, si on en parle plus concrètement, là, vous vous êtes doté là, avec M. Boyer et votre équipe? Là. Oui, certainement. C'est à 2 volets, c'est régional et municipal, et il se dote de 7 axes. Et on est vraiment comme fiers. On voit que la Ville de Laval est forte par sa diversité, mais aussi elle est riche par le respect et l'interculturalisme au sein de sa communauté, soit au niveau social comme économique, on le voit, communautaire. Alors, ces gens-là, contribuent aussi à la richesse, mais c'est important. Et surtout, je tiens là-dessus, qu'on célèbre cette diversité, mais sous le chapiteau de la Ville et sous la communauté lavalloise, avec la gratitude de notre terre d'accueil et de notre ville. Vous avez parlé de 7 axes. Quels sont-ils? On y va concrètement dans ces directions-là, justement? Concrètement, au niveau régional, c'est l'inclusion, l'adaptation, la francisation. C'est vraiment dans ces aspects-là. Si on parle au niveau municipal, c'est l'accessibilité aussi à des services municipaux, à des activités qui favorisent soit dans les bibliothèques, dans les organismes, un peu partout, de favoriser et le français et l'intégration pour qu'on soit une ville accueillante, inclusive aussi. Et je tiens à souligner, comme je vous le dis, on a évolué dans ce dossier dernièrement et la Ville de Laval a adopté plusieurs actions concrètes. Oui. Et quand je dis des actions concrètes... Comme lesquelles, par exemple? C'est ça. Évidemment, on a la Semaine québécoise des relations interculturelles qui est célébrée un peu partout au Québec, évidemment. Et nous, à la Ville de Laval, on a une semaine où on a intégré plusieurs activités, dont une séance mais une rencontre interculturelle. On a accueilli les organismes qui œuvrent auprès de l'intégration de l'immigration, mais aussi des leaders des communautés interculturelles pour créer un dialogue, peut-être. Un dialogue, un milieu de vie, de réseautage, parce que nous, notre but, c'est de favoriser l'intégration, la cohésion sociale, et notre but, c'est le vivre ensemble. Et il y a évidemment davantage, Québec et le fédéral, qui sur le plan de l'immigration sont des leviers, évidemment, auxquels on a plus de, je vais dire comme ça, mais de pouvoir ou de peut-être d'incidence auprès des gens qui immigrent chez nous au pays puis au Québec, naturellement. Évidemment, il y a toujours ce fait français. On veut intégrer les gens de la communauté québécoise. On doit maîtriser la langue commune qui est le français. Quels sont les moyens, les leviers qui est à la disposition du municipal, donc, en l'occurrence, de la Ville de Laval, pour espérer un peu aider les citoyens à s'intégrer davantage, soit aussi à être capable de converser pour leurs relations sociales et pour aussi, bien sûr, la langue du travail? C'est
définie dans notre plan d'action à partir des ententes avec le ministère de l'Immigration et le MAMACH aussi. Alors, à travers ces ententes-là, il y aura des projets, des appels de projets aussi avec nos partenaires dans le milieu pour favoriser et la francisation et l'intégration qui sont des facteurs ou des éléments importants pour faire avancer les choses, surtout au niveau de la main-d'œuvre, au niveau économique. Si on veut parler au niveau social, c'était comme, oui, l'intégration dans le milieu. Au niveau économique, contrer la main-d'œuvre et avancer dans ce sens-là. On sait qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, alors c'est sûr que ça prend ces gens-là pour venir contribuer. Il y a des programmes avec les entreprises, évidemment, dans la francisation pour aller de l'avant et lutter contre la main-d'œuvre. J'ai goût de vous demander, Mme Dib, je sors un petit peu du contexte de ce qu'on discute présentement. Vous venez de la diversité, évidemment, culturelle. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous maîtrisez super bien le français. Donc, ça prouve qu'on peut bien intégrer à travers vous nos gens qui promènent un peu partout, qui choisissent le Québec comme terre d'accueil ou qui, bref, sont là de deuxième, troisième génération pour continuer le fait français. Et pourquoi pour vous c'est important d'apprendre le français et de bien le parler comme ça? Je trouve que vous êtes un bel exemple pour les gens qui nous écoutent. Je vous remercie infiniment pour cette question parce que je tiens à être comme un exemple, un modèle et je favorise ça sur toutes les tribunes. Je m'en vais dans les classes de francisation, évidemment, pour leur dire que le français est très important. C'est un pilier pour avancer, pour évoluer et bien être intégré. Il faut passer à travers vraiment de maîtriser votre français et d'avancer dans vos démarches, dans vos ambitions et être partie prenante, contribuer à la richesse et à l'évolution de la société. Ben oui, tout à fait. Il nous reste 1 minute. Merci pour ce témoignage. Je m'excuse, je suis un petit peu précipité dans le temps, mais c'est parce que je voulais absolument qu'on parle de la guignolée parce que ça s'en vient, c'est le 7 décembre prochain. On sait que Moisson Laval, la Société Saint-Vincent-de-Paul seront des organismes qui verront les contributions des gens qui le donneront, soit des denrées, soit de l'argent, dans leur coffre à eux pour les redistribuer par la suite. Pourquoi c'est important? Je vous laisse quelques instants pour lancer l'appel à ceux qui nous regardent de pouvoir s'impliquer. La Ville de Laval était toujours fidèle et présente à soutenir ces organismes et surtout les guignolés. Moi, personnellement, je me considère comme une amie, une alliée. C'est dans mes responsabilités en tant que responsable du développement social aussi. Alors, oui, c'est important. La demande est trop criante cette année. Alors, oui, je fais un appel à la population, à la collectivité, à la solidarité entre nous parce qu'il faut se tenir les coudes pour avancer. Et dernier message que je tiens à le dire. Moi, j'ai toute la gratitude, toute la reconnaissance pour ma communauté lavalloise et pour la terre d'accueil qui m'a donné vraiment l'opportunité d'avancer aussi dans mes fonctions et de servir à mon tour la population. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Mme Dib. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale de Saint-Martin et évidemment, vous avez aussi ce rôle de conseillère municipale et membre associé du comité exécutif responsable du développement social. Merci à vous. Merci, c'est très gentil. Au revoir. C'est ma courtière immobilière, Myriam Gervais. Salut. Bonjour, Alex. J'ai dit c'est ma. Ben oui, je t'appartiens maintenant. Oui, c'est ça. On va démystifier aujourd'hui le monde, évidemment, des inspections quand il est question de faire une acquisition. Puis même la position d'un vendeur et acheteur, évidemment, peut différer, mais elle est tout aussi importante dans le processus. On va s'entendre là-dessus. Tout d'abord, à quoi ça sert faire des inspections pour notre résidence? Bon, bien, c'est sûr que normalement, une inspection, c'est vraiment pour regarder l'état de la propriété, si elle est bien dans l'état qui a été décrit à la déclaration du vendeur. Donc, on sait quand on a une maison à vendre, le vendeur doit déclarer tout ce qu'il sait, tout ce qui est arrivé, tout ce qu'il a réparé au meilleur de sa connaissance et avec de la bonne foi. Donc, c'est sûr qu'un acheteur qui arrive, il doit lire la déclaration du vendeur. Exemple, la toiture. On sait qu'une toiture de Bardeau, exemple, ça dure une quinzaine d'années. Ouais. On dit 25 ans, mais après 15 ans, normalement, il s'épuise. Ça peut être plus long, ça peut être plus court. C'est sûr que si on voit dans l'ADV qu'on a une déclaration du vendeur, qu'on a une toiture qui est en fin de vie, bien, on va faire une offre qui est en conséquence qu'elle va être à refaire. Donc, la première offre qu'on fait, normalement, ça doit être en conséquence de toute l'information qu'on a à la déclaration du vendeur, quand tout le monde est de bonne foi.
Oui, c'est ça qui arrive. Mais est-ce que je fais une parenthèse avec toi? Moi, j'entendais durant le gros boom immobilier qu'on a connu, là, découlant de l'an 1 de la pandémie en 2020, il y a des gens qui achetaient des maisons sans en faire l'inspection. C'est inconcevable de le faire. Je sais, c'est un gros bon sens, mais on dirait qu'il y avait tellement de pression sur les acheteurs qu'il y en a certains qui acceptaient sans nécessairement aller faire l'inspection. Est-ce qu'on en voit de moins en moins parce que le marché s'est un peu équilibré ou il y a encore des gens qui malheureusement ne le font pas? En fait, c'est une question à plein de volets. Répondre rapidement. Pendant la pandémie, l'inspection, c'était vraiment au niveau de la négociation que les gens allaient la retirer. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait ça, qui aujourd'hui ont des problèmes avec ça. Donc ça, c'est un volet. Puis maintenant, nous, de toute façon, depuis les nouvelles réformes en immobilier, le courtier est obligé en tout temps de recommander une inspection. Que ce soit une maison neuve, que tu sois un contracteur, que tu sois un architecte, je dois recommander une inspection. Pourquoi? Parce que l'inspection, c'est notre carnet d'entretien. OK? Donc, même si tout est beau, même si le vendeur a tout déclaré puis qu'il connaît super bien sa maison, même s'il y a un autre acheteur avant nous qui a fait une inspection puis qu'on a le rapport, on doit quand même en faire une pour nous. 2 raisons faciles. La première, c'est que le contrat de la première inspection, il n'est pas avec vous. Donc, si jamais leur inspecteur n'a pas vu des choses et que vous avez pris leur inspection, vous avez dit tout est beau en pensant être protégé, si vous avez un problème puis que vous arrivez devant le juge avec cette inspection-là, ça ne fonctionne pas. C'est pas valide, oui. Alors, juste pour vous protéger, premièrement, vous devez en faire une. Moi, je dis que c'est un 500 $ bien investi et non perdu. Ça nous donne le carnet d'entretien, donc pour les nouveaux acheteurs, pour les gens qui veulent savoir quoi qu'il y a à faire. Parce que des fois, là, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures une inspection. On se fait dire tous les bobos qui sont sur la maison, puis tous les problèmes que ça peut causer. C'est beaucoup d'informations. Fait que souvent, on veut l'avoir pour plus tard, tu sais, quand... Puis il y a des inspecteurs qui nous donnent chaque saison quoi faire. Donc, carnet d'entretien. Et qu'est-ce qui appartient, rendu là, on a expliqué quand même cet aspect-là, mais qu'est-ce qui appartient à l'acheteur? Qu'est-ce qui appartient au vendeur là, aussi? Là? Oui. Bien, lors d'une inspection, dépendamment, là, je vais vous faire exemple. Moi, si je suis je représente le vendeur. Donc, si je suis dans le courtier inscripteur, j'ai un courtier acheteur qui vient avec ses clients, décide de faire une inspection. Alors, on négocie selon ce qui est à la déclaration du vendeur, on accepte un prix. Ça peut être plus haut, plus bas que ce qui est demandé, dépendamment des conditions, si on est une offre, 4 offres, 15 offres, avec les conditions. Si on a une inspection, le délai d'inspection est super important parce qu'on se met un 7 à 10 jours pour faire l'inspection. Ça veut dire que dans ce délai-là, il faut que l'inspecteur vienne sur place faire l'inspection. S'il ne vient pas dans ce délai-là, c'est réalisé. On peut pas rien revenir après. Mais après ça, mettons qu'on se donne un 7 à 10 jours, il faut qu'il vienne. Après ça, tu as un 4 jours supplémentaires pour recevoir le rapport, le lire et dire oui, on est correct, oups, il y a des problèmes ou on se retire. C'est les 3 choix après une inspection. L'inspection, c'est pas fait pour renégocier le prix qu'on a établi. L'inspection, c'est pour le carnet d'entretien, s'assurer que ce que le vendeur a déclaré est tout là puis qu'il n'y a pas de nouveaux éléments. Puis si tu n'es pas représenté, par exemple, par un courtier, puis il y en a qui se représentent eux-mêmes en étant évidemment un vendeur, ça peut amener des grosses nuances, en tout cas. Là, bien, depuis le changement de la loi, justement, là, suite au problème de la pandémie, tout ça, on a vraiment resserré la vis. Si je suis le courtier vendeur et que j'ai un acheteur direct, premièrement, je ne peux pas le représenter, donc je dois lui expliquer que moi, je ne peux pas le conseiller, je ne peux pas rien, que je donne un service équitable, je fais signer tous les papiers qui expliquent ce que je peux faire et ne pas faire. La négociation suite à une inspection, c'est un conseil. Donc, si je ne te représente pas, je ne peux pas te conseiller suite à des problèmes trouvés à l'inspection. Donc là, tu te retrouves à soit négocier toute seule, soit te retirer ou soit continuer tel quel. Moi, je peux pas, tu sais, normalement, moi, ce que je vais conseiller, c'est d'aller chercher des soumissions, prolonger le délai. On va peut-être essayer de négocier s'il y a des nouveaux éléments. Mais tout ce qui est exemple, l'entretien, le caulking, toutes les choses qu'on savait déjà entretenir, ça va être à l'acheteur d'acheter tel quel. On calcule toujours un 1 à 3 % d'entretien de la maison. C'est normal, ça appartient à l'acheteur. Ça va être récurrent toutes les années. Si jamais on trouve des choses brisées ou mal réparées ou pas correctes, là, ça appartient au vendeur de le réparer pour mettre la maison en ordre. Puis s'il y a des nouveaux éléments, bien là, on fait analyser combien ça coûte et on renégocie. Si on arrive à s'entendre, on continue. Sinon, on se retire, puis le vendeur doit déclarer toute cette belle information-là
à tout prochain promettant acheteur. Oui, c'est ça, parce qu'on parlait aussi des délais avant d'ouvrir les caméras, puis ça aussi, c'est important, là, de savoir ce que ça veut dire, les délais aussi. Bien, ça veut dire que si, exemple, tu as une inspection 7 jours, puis ton inspecteur vient le 7e jour et que tu découvres un problème de fondation dans des blocs de béton, je parle par expérience, le 4 jours pour avoir le rapport puis faire des estimés de fondation, là, en ce moment, c'est impossible. Alors là, on se retrouve à soit prolonger le délai, soit renégocier, soit se retirer, soit continuer tel quel en ne sachant pas. Donc, c'est sûr que si vous êtes représenté, jamais je vais vous dire de continuer tel quel sans savoir où on s'en va avec ça. Très éclairant, encore une fois. Merci. On va avoir encore besoin de toi. À bientôt. Merci. Merci. Est-ce qu'on va tous arriver à Noël à la même heure, au même moment, à la même date? Non, mais c'est pour vrai, c'est cliché, mais à chaque année, on dirait qu'on se pose cette question-là. On vit comme la pression d'acheter les cadeaux, de tout faire ce qu'il faut. Même le boulot également, on dirait qu'il y a des charges de travail qui s'imposent à la fin de l'année. On discute de ce stress qu'on doit abandonner pour laisser place à notre santé mentale, un équilibre aussi, justement, quand il est question de santé. Musée qui a pignon sur rue chez nous, le Musée de la santé, donc Armand Frappier. Et avec nous, sa directrice générale, collaboratrice, que je suis content aussi de retrouver, Guylaine Archambault. Bonjour. Bonjour, Alex. Comment allez-vous? Merci de m'accueillir. Je vais bien, merci. Est-ce que vous êtes stressé? Avec les préparatifs du temps des fêtes, est-ce que ça vous stresse un peu en général? Non, pas les préparatifs du temps des fêtes. Moi, j'embrasse la transition socio-écologique. Alors, prendre du temps pour les miens, prendre du temps pour moi, et puis consommer un peu moins, consommer mieux, consommer local. C'est vraiment, là, oui, qualité là, dans les relations avec nos proches. Donc, c'est ce sur quoi je mise. Mais quand il est question justement d'accorder du temps de qualité, est-ce qu'on peut y voir un peu justement une corrélation avec ce que vous proposez au musée? Oui, bien en fait, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est que la générosité, prendre soin de l'autre, offrir du temps, c'est favorable à la santé. Bien sûr, ça apporte du bien-être à l'autre, à qui on rend service. Donc, peut-être que sur nos listes de Noël, plutôt que d'offrir des choses, des biens, peut-être qu'on peut offrir du temps, des heures de gardiennage à une petite famille qui a des enfants en bas âge ou faire du bénévolat. Faire du bénévolat, préparer un plat pour les gens qui sont seuls puis qui ont peut-être pas l'énergie pour cuisiner, etc. Alors, c'est favorable à la santé. Il y a 2 études qui démontrent que, en fait, quand on donne du temps, quand on est généreux, il y a certaines régions du cortex préfrontal qui se modifient, alors, et qui engendrent la sécrétion de dopamine. La dopamine, donc, c'est un neurotransmetteur, une molécule qui est liée au plaisir. Et puis, en plus de susciter du plaisir chez nous, le fait d'offrir, de donner du temps pour les autres, ça a aussi un impact sur le stress. Alors, les gens qui rendent service aux autres, on observe chez eux une diminution de la production de l'hormone du stress, le cortisol. Alors voilà, 2 bonnes raisons d'être généreux, d'offrir, de faire des dons, du bénévolat, d'être présent à l'autre. Ça nous revient à nous aussi. C'est ça, et de donner, parce qu'on ne sait jamais quand ça peut être nous aussi qui avons besoin de cette aide-là aussi. Fait que c'est une façon de voir les choses ainsi, puis aussi de peut-être mentionner aux gens que le musée s'implique à la Guignolée le 7 décembre prochain. Oui, voilà. Donc, oui, on est vraiment présent, en fait, dans le cadre de toute la présentation pendant une année, là, la présentation de l'exposition Manger, l'exposition qui nourrit. Le musée s'est associé au centre de bénévolat Moisson-Laval et recueille des dons. Donc, à la sortie de l'exposition Manger, on est sensibilisé à l'insécurité alimentaire et en fait, c'est ça, je pense que vous avez reçu on a reçu M. Gagnon de Moisson-Laval, justement, récemment. Les besoins sont criants cette année, c'est omniprésent. Vous avez eu la même, je pense, le même constat également. Exactement. Hein? Donc, ici à Laval, là, on nous indique qu'il y a une hausse, il y a eu une hausse de 50% de la demande là, en panier, en denrées, donc dans la dernière année. Et le profil des gens a changé aussi, qui ont besoin d'aide également. Oui, puis c'est ça, vous le mentionniez il y a un instant, en juste titre, on ne sait jamais quand un coup dur peut nous arriver dans la vie. Il y a toutes sortes de moments ou de petits défis qui nous arrivent dans la vie. Donc, on
a besoin d'être solidaire puis de se serrer les coudes. Alors, on peut offrir un don en argent au sortir de l'exposition, soit en monnaie ou il y a un code QR aussi, versement électronique. Et donc, à part égale, le don va à Moisson Laval, donc 50% du don Moisson Laval, et puis 50% pour la médiation des connaissances scientifiques au musée, la sensibilisation à l'alimentation durable. Et puis, pendant toute la période des fêtes, de maintenant jusqu'au 8 janvier, on recueille aussi les denrées non périssables pour Moisson Laval au musée et au Cosmodome. Bravo pour cette implication-là quand même sur le plan social. Je pense que vous faites votre rapport, vous faites aussi votre effort pour aider les Lavalloises et Lavallois. On a tous notre rôle à jouer. Hein? Si on peut, quel que soit le don, peut être tout petit, à la mesure de ce qu'on peut faire, comme individu, comme institution, comme corporation. Si on peut, on le fait. Et puis, voilà. Chose qui est certaine aussi au musée, c'est qu'il y a la fameuse expo et labo aussi, là, parce que vous avez des expositions, là, notamment le 4, 3, 2, 1 santé, c'est bien ça? Ou... Oui, l'exposition permanente, l'exposition temporaire sur le thème de l'alimentation. Oui, puis depuis le début de nos rendez-vous mensuels en septembre, je peux vous parler de notre atelier en laboratoire à vos microscopes. Et puis, on n'a pas l'occasion parce qu'on a tellement de choses à échanger. Trop de sujets. Oui. Donc, à vos microscopes, pour tous, les aînés, les familles, les tout-petits, on enfile le sarrau au laboratoire et là, on s'approprie le stéréomicroscope et on doit découvrir quels sont les ingrédients mystères qui sont devant nous. Alors, je vous parle de farine, quinoa, levure, ça vous donne peut-être de petits un peu indices. quand même. Puis ensuite, au microscope, on regarde vraiment, là, donc, il peut grossir beaucoup plus que le stéréomicroscope, donc des micro-organismes, des levures, des moisissures, etc. Quand même toujours intéressant. Puis là, il arrive justement, quand il est question de cuisine, il y a les mamans, les grands-mamans, en tout cas. Puis moi, je me rappelle, ça me fascinait. Je voulais, moi aussi, mettre la main à la pâte puis cuisiner avec ma grand-mère ou ma mère les tartes au sucre ou autres repas qui sont peut-être liés à notre tradition québécoise. Est-ce qu'on invite de ce même type-là les petits lutins, les lutines, là, comme moi, en tant que lutin rouge, peux-tu aller aussi mettre la main à la pâte? Ou, oui, les petits faire ça? Absolument, les petits lutins en cuisine. Donc, les lutins de tous âges sont les bienvenus pendant la saison des fêtes. Une programmation spéciale, ça commence le week-end du 16-17 décembre et ça se prolonge jusqu'au 7 janvier. Bien sûr, il y a 4 jours fériés de relâche, le 24-25 décembre, puis 31 décembre, 1er janvier. Mais sinon, toutes ces journées, en plus des expositions, le laboratoire, on a accès donc à un petit défi à relever. On doit apprendre à mesurer, utiliser les bons outils de mesure pour mesurer en cuisine. Okay. On fait un petit peu le parallèle avec le laboratoire parce qu'au laboratoire aussi, on pèse, on mesure les liquides, les solides. On n'a pas besoin des mêmes outils pour mesurer. Alors, les jeunes apprennent à bien mesurer en cuisine avec balance, tasse à mesurer, etc. Et puis, ils repartent avec un pot maçon rempli d'une recette de biscuits à réaliser à la maison ou à offrir pour se faire encore du bien à l'âme. Bien, certainement, ça fait tellement du bien. Tellement réconfortant aussi de se réunir, de manger ça en famille durant la période des fêtes. Puis si je vous demande ça, moi là, ma grand-mère, là, elle était capable, là, elle regardait ça à l'œil, elle me disait « Ah, ça c'est une tasse, 2 tasses à l'œil. » Elle n'avait pas besoin de... Tu sais, là, à l'époque, il n'y avait pas besoin d'avoir une tasse à mesurer. Elle était capable à l'œil de dire combien d'ingrédients ça prenait pour réaliser telle ou telle recette. Oui. Avez-vous ce talent-là? Non. Et puis, en fait, je pense que ça dépend. Hein, en cuisine, quand on cuisine le salé, il y a un peu plus de place à la flexibilité. Je pense qu'en pâtisserie, c'est plus... ça doit être mieux mesuré, mieux suivi. Mais c'est parce qu'à l'époque, c'était le Crisco. Hein? Vous vous souvenez de ça, la glace Crisco? C'était ça qui faisait la différence. Non, mais c'est parce que ça ravive des souvenirs, j'en suis persuadé, à des gens. C'est lié à des rendez-vous, à des Noëls d'antan, tout ce qui est sur la table, pour toute culture, peu importe. Je pense que ça nous rassemble quand il est question de partager un repas, surtout durant la période des fêtes. On n'a pas le temps le reste de l'année ou presque. Là. Absolument. Puis les gens qui avaient l'habitude, comme votre grand-mère, de cuisiner, il y a d'autres paramètres aussi qui ne sont pas dans les recettes. Par exemple, le taux d'humidité ambiant, la façon dont fonctionne votre four. Alors tout ça, c'est un savoir-faire qui est précieux puis auquel on doit revenir parce qu'on nous dit que dans les saines habitudes reliées à l'alimentation, on doit le plus possible, quand c'est possible, aller le moins possible vers le transformer, donc cuisiner nous-mêmes. À une certaine époque, il y avait des cuisines d'hiver, des cuisines d'été. Oui. Fait qu'ils mettaient ça dans la cuisine, vous comprenez la suite, on laissait température pièce et pour ceux, il y a Lucette qui acquiesce en arrière de la caméra, donc vous aussi, vous avez peut-être connu ça aussi une certaine époque également, qui remonte pas si lointain que ça quand même une autre époque. Et
évidemment, est-ce qu'il y a des façons de faire des cadeaux? Est-ce qu'on peut offrir soit des billets abonnement? Tu sais, je pense aux gens qui nous écoutent qui voudraient peut-être offrir un cadeau provenant du musée de la santé Armand Frappier. C'est possible. Donc, offrir un bon moment en famille, un laissez-passer familial. Nos camps de jour ou stries seront prêts à offrir pour les fêtes. Oui, déjà. Donc, dans quelques semaines, on pourra là, acheter un camp de jour, soit réservé pour l'été prochain ou acheter un certificat cadeau à offrir à un jeune de notre entourage. Alors oui, c'est possible. Il n'y a qu'à aller en ligne ou nous téléphoner. Ça nous fera plaisir de vous accompagner. Et est-ce que je ne m'abuse, mais dans vos nouveaux locaux, ce sera bientôt 1 an que vous avez emménagé? Est-ce que c'est moi qui vois que le temps passe trop vite? Ou Non, vous suiviez très bien. Alors, on a inauguré le 30 janvier 2023. Alors, ça fera bientôt 1 an. Et en plus, en 2024, le musée va souligner ses 30 ans. Il a ouvert ses portes en 1994. Alors, probablement que ma chronique 2024, à chaque moment, je soulignerai un fait saillant des 30 ans du musée. Donc, mais je suis content de savoir ça. On sera là pour souligner l'anniversaire tout au long de 2024 avec grande joie. Puis, évidemment, on accourt durant la période des fêtes pour les familles qui nous regardent actuellement. Évidemment, l'intérêt est là. Puis, pour porter plus loin cette réflexion, cette conversation, donc, c'est au bas de l'écran au moment de se parler. Merci beaucoup à vous, Mme Archambault. Merci à vous. Merci. Au revoir. Il va être temps des fêtes. Il est entrepreneur. Il a également un talent d'auteur. Ça, c'est indéniable également. Conférencier aussi à ses heures. Vraiment, il m'a beaucoup plu parce qu'à la fois, il allie le sport, le marketing, les réseaux sociaux, tous des choses qui m'intéressent. Très heureux d'accueillir Marco Bérubé, auteur du succès en affaires grâce aux médias sociaux. Découvrir la technique Moneyball. Salut Marco Bérubé. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Très heureux de t'accueillir. Là, premièrement, dans la vie, tu es entrepreneur. Oui. Donc, business en quelles circonstances? De quel secteur? J'ai une agence qui s'appelle Agence Mobux, une agence de médias sociaux. Donc, gestion des médias sociaux. On fait de la formation coaching, puis on fait de la gestion des médias sociaux pour des entreprises. C'est une entreprise que j'ai démarrée en 2015 qui fit avec... Avec la démarche. Oui, avec la démarche Moneyball. Justement, explique-nous pourquoi le film Moneyball, qui est, peut-être pour dire rapidement aux gens, ça raconte l'histoire du succès presque improbable des Airs d'Oakland qui avaient une moins grosse masse salariale, qui étaient dans un plus petit marché, qui se battaient contre des géants comme les Yankees de New York, puis ont réussi quand même à se rendre jusqu'au bout ultime. Raconte-nous pourquoi cette histoire-là t'a fasciné. Ben, t'es un expert, déjà, on le voit. Oui, mais c'est quand même un film qui m'a fait... J'aime le sport, le sport, j'aime l'histoire aussi. Ben, c'est exactement ça. C'est l'histoire des Aces d'Oakland qui n'ont pas de budget, qui se doivent de rivaliser contre des équipes qui ont 2 fois, 3 fois leur budget. Et 2015, je viens de partir mon entreprise. Et là, encore une fois, je le mets en parenthèse. Agence Mobux, c'est moi, c'est mon ordinateur, c'est mon téléphone cellulaire. Donc, pas de budget, là, pas nécessairement. Aucun budget. J'ai 2000 $ de limite sur ma carte de crédit, c'est tout. Ça, c'est mon budget d'opération. Et je suis à la maison et je suis en train d'écouter le film Moneyball. Et dans le film, ils racontent qu'ils doivent repenser leur stratégie s'ils veulent rivaliser avec des équipes qui ont des gros budgets. Et le personnage principal, Billy Beane, il est entouré de ses recruteurs, puis il dit « Savez-vous c'est quoi le problème, les boys? » Il dit « Le problème, c'est que en haut, il y a les équipes riches, après ça, il y a les équipes pauvres, après ça, il y a 50 pieds de merde, puis il y a nous autres. » Et là, je me suis identifié à ça, puis je me suis dit « Ben, en réalité, c'est mon entreprise. J'ai une agence, mais j'ai pas de budget, j'ai pas de ressources, rien, puis je me bats contre des gros joueurs. » Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir une fixation sur cette philosophie-là, puis de voir comment est-ce que je peux la prendre dans le sport et la transférer au niveau des médias sociaux pour, à la base, m'aider moi à gérer mes médias sociaux en tant qu'entrepreneur. Puis après ça, ça a été d'aider 1 client, 2 clients, 10, 20, 100 000, jusqu'à aujourd'hui, qui en est arrivé à une œuvre. Une œuvre, je m'auto-prétends à ce livre. Mais quand même, qu'est-ce que tu as repris et de quelle façon tu l'as appliqué dans le livre des rouages du film, par exemple, la stratégie qu'on dévoilait dans le film? Bien, la stratégie Moneyball, je la verbalise comme ça. Là, il y a vraiment 2 principes de base. Le premier, c'est toute l'analyse des statistiques et tout ça. Statistiques avancées. Statistiques avancées, les cybermatrix et tout ça. Ça, on en parle un peu dans le principe que souvent, les gens vont aller sur les médias sociaux puis ils vont juste agir. Donc, j'ai un compte entreprise, j'ai un Facebook, un Instagram. J'y vais, je me pose pas de questions et j'espère que ce que je vais faire va réussir. Fait que moi, j'amène la notion de préparation, de dire comment est-ce qu'on peut analyser ce qu'on fait puis se préparer pour être capable d'aller chercher des résultats. Puis la deuxième chose qui est probablement
le principe de base, c'est ce que j'appelle les micro-victoires. Donc, dans le film, au lieu d'aller chercher des gars qui vont faire des coups de circuit, donc qui vont taper la balle en dehors du stade, ils vont aller chercher des gars qui se rendent au premier but. Beaucoup moins spectaculaire, mais ces gars-là coûtent beaucoup moins cher. Et ils vont se rendre quand même au marbre. Ils vont se rendre au marbre parce qu'ils vont pas faire premier but, deuxième but, troisième but. Moins spectaculaire, c'est un petit peu plus long, mais c'est tout aussi efficace parce que ça donne un point quand même. Fait que le principe des micro-victoires, c'est vraiment le principe de base de la technique Moneyball, c'est de dire comment est-ce que je fais pour accumuler plusieurs petites victoires qui, une à la suite de l'autre, vont m'apporter un succès. Fait que c'est vraiment les deux principes de la philosophie, de dire on est patient, puis on arrête de viser le coup de circuit, puis on focus sur les petites actions à haut rendement. Évidemment, j'imagine que tu t'inspires de cas que toi, tu as vécu sur le terrain en tant qu'entrepreneur, avec les clients sur lesquels tu as pu aussi bâtir ton livre et des exemples concrets aussi. Oui, bien, en réalité, le livre est la suite logique de mes formations. Parce que je donne beaucoup de formations et de coaching. Et ce que j'ai réalisé avec le temps, ça fait maintenant 9 ans que j'en donne, je donnais des formations et là, bien, tu transmets ton savoir, tu donnes des trucs, des conseils et après ça, il y a quand même une finalité et une semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois plus tard, les gens, je me souviens plus de tout ce qu'ils m'avaient enseigné. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ben, je pourrais rassembler ça dans un recueil. Fait que c'est drôle parce que moi, je suis un puriste. Quand je lis un livre, je n'écris pas dedans, je ne surligne pas dedans. Le livre, ça fait 5 ans que je le lis, tu as le sentiment que j'y ai pas touché une fois. Sauf lui. Lui, je veux que les gens surlignent, ils mettent des post-it, ils se réfèrent à ça. C'est un outil de travail. Ouais. Il y a des guides pratiques, il y a des PDF que tu peux télécharger sur mon site web pour travailler et pas trop maganer le livre. Ouais. Donc, je l'ai vraiment mis, c'est un coffre à outils pour aider les entrepreneurs à mieux gérer leurs médias sociaux. Et puis, tu sais, tu présentes aussi dans le livre les différentes plateformes qu'on retrouve. Tu sais, je pense que les gens sont encore généralement plus au courant du modèle de fonctionnement de l'algorithme de Facebook, peut-être, aussi, ou du modèle de fonctionnement du quotidien. Là. Ouais. Comment faire un statut, comment regarder les statuts des autres, notre communauté, ni plus ni moins. Ouais. Autant sur le plan personnel qu'en étant aussi entrepreneur. Mais tu sais, des nouveaux joueurs, je dis des nouveaux, mais tu sais, c'est relativement dans l'espace-temps, là, c'est nouveau comme TikTok qui a pris beaucoup d'importance. Ouais. LinkedIn qui est peut-être un peu moins connu là, pour le commun des mortels, mais quand même, Instagram, YouTube. Pinterest, oui, il y en a plein. Il y a Twitch même pour les plus jeunes peut-être, qui est un autre aussi, peut-être pour les jeux vidéo ou autres. Là. Et évidemment, il y a sûrement des stratégies qui sont différentes où il y a un point de rapprochement entre toutes ces plateformes-là. Est-ce qu'il y a quand même un point de rapprochement ou c'est totalement différent la stratégie qu'on doit aussi embrasser à travers ça? Oui, il y a un point de rapprochement, mais ce qui est très important, c'est que, je te le disais tantôt, c'est 90% préparation, 10% action. Et c'est là que tout le principe arrive. C'est de dire, trop souvent, les gens vont aller sur les médias sociaux parce que TikTok vient d'arriver, je vais aller sur TikTok. Ah, LinkedIn, on m'a dit que je devais y aller, donc je vais y aller. Et là, moi, je déconstruis tout ça. C'est-à-dire que tu vas lire le livre et à la fin du livre, tu n'es pas allé une fois sur les médias sociaux, ou pratiquement pas. C'est-à-dire que tu vas répondre à plusieurs questions, puis après ça, tu vas faire de l'assemblage de contenu qui va t'aider à atteindre un objectif. Il faut trouver son identité aussi. Il faut trouver son identité, mais plus important encore, il faut savoir à qui on parle. Ouais. Parce que les gens qui disent « Moi, je vais aller sur Instagram », c'est pas toi qui décides sur quelle plateforme tu vas aller en tant qu'entreprise. Tu vas regarder ma clientèle consomme quel type de contenu sur quelle plateforme et je vais m'assurer de répondre à leurs besoins. Ouais. Donc, c'est de dire, est-ce que c'est Twitch? Ça se peut que ça soit Twitch, mais c'est tes clients qui vont te le dire. Fait que c'est beaucoup de questions qui sont posées dans le but de démystifier un peu puis d'enlever la notion de chance et de hasard. Ouais. Mais à quel point c'est important? Il y en a certains qui vont aller scruter à la loupe un peu le modèle de fonctionnement, vont regarder ce que leurs compétiteurs font. Est-ce que c'est pas aussi un piège? Parce que souvent, on dit qu'il faut trouver aussi la façon originale de présenter notre contenu pour être en mesure de pouvoir aussi de pouvoir finalement se distinguer là, également à travers une mare de gens qui font peut-être dans le même type d'activité que nous. Là. Bien, moi, ce que je recommande, c'est faites le tour de vos compétiteurs quand même, mais tu l'as dit, c'est un survol de ce qu'ils font pour voir une vision globale sur quelles plateformes ils sont présents, comment ils utilisent leurs médias sociaux et tout ça. Mais on ne va pas dans une analyse approfondie de dire je vais passer 3 heures par plateforme à regarder. C'est vraiment juste d'aller chercher des idées, des inspirations. Puis après ça,
dans le cadre de la méthode Moneyball, ben là, on est capable d'utiliser ça pour être capable de l'amener ailleurs. Ouais. Puis, tu sais, évidemment, il y a l'intelligence artificielle aussi qui se joint partout dans nos vies, là, sur les réseaux sociaux, c'est le cas aussi. Est-ce que ça, pour un gars comme toi, un gars avec sa business, puis auteur d'un livre, là, on peut même faire un rapprochement, ça fait-tu peur? Est-ce qu'au contraire, tu y vois un nouveau modèle d'affaires qui pourrait se développer, puis, encore une fois, user de créativité, puis continuer à développer? C'est... L'intelligence artificielle est très Moneyball. Oui. Des petites actions à haut rendement. Moi, j'utilise l'intelligence artificielle dans mon quotidien. Je l'utilise beaucoup dans un outil de recherche, idéation, brainstorm. Je ne l'utilise pas nécessairement pour de la création de contenu, mais je l'utilise à tous les jours et c'est de plus en plus présent. Encore aujourd'hui, il y a eu il y a une agence de Barcelone qui a créé une influenceur 100% artificielle. Intelligence artificielle, elle a 150 000 abonnés, puis elle génère 11 000 de revenus par mois avec des contrats d'influence. Donc, l'intelligence artificielle est là, elle est là pour rester. Il va falloir l'encadrer et tout. Ouais. Mais dans la philosophie Moneyball, c'est un outil extrêmement puissant pour les entrepreneurs. Et peut-être pour le mot de la fin, mais on pourra évidemment voir ça dans les prochaines secondes, mais tu as été derrière cette campagne à Saint-Hyacinthe. Campagne de promotion incroyable qui nous a fait croire que Saint-Hyacinthe, c'était Paris. Non, mais parle-nous quand même de ce génie-là, parce que c'est quand même, moi, ça m'a impressionné quand j'ai vu ça. Là. Ça, c'est, je vais donner tout le crédit à mon équipe chez Mobux. C'est ma gang au bureau qui ont travaillé là-dessus. C'était un mandat qu'on avait avec le centre-ville de Saint-Hyacinthe pour revitaliser le centre-ville et amener les gens de l'extérieur à venir au centre-ville. Et encore une fois, on avait un budget restreint dans une certaine mesure contre les gros joueurs. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, bien, on va aller chercher le plus de visibilité gratuite en faisant une petite action à haut rendement. Un des aspects était de provoquer ou de susciter l'intérêt. Puis on dit, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Puis ça a été un succès sur toute l'année. Un panneau sur la 20, je pense, c'est ça? Oui, sur la 20, avec la tour Eiffel qui sortait, puis il disait que c'est Saint-Hyacinthe, c'est mieux que l'Europe. Regarde, je pense qu'on vient de résumer aussi dans cet exemple-là concrètement le livre. Donc, merci beaucoup à toi, Marco, et tout le succès que tu mérites avec ce livre-là. À bientôt. J'espère pour un tome 2. Merci beaucoup, assurément. Merci. Merci. On trouve Karine Roy par le truchement de la technologie, elle qui est coach en gestion. Salut, Karine. Bonjour Alex. On aborde ensemble évidemment toujours le modèle de la gestion et ses différents paramètres, déclinaisons. Évidemment, quand on est dirigeant, il faut savoir déléguer. Mais c'est quand le temps finalement de déléguer? Quelle est la bonne indication? Bien, ça va dépendre aussi de la fonction qu'on va occuper. C'est sûr que quand on est dirigeant, on ne peut pas tout prendre sur ses épaules. Donc, on délègue quand on en a trop sur les épaules. On délègue des tâches qui ne nous appartiennent pas nécessairement. Donc, quand on est dirigeant, à un certain moment donné, on a un positionnement. Donc, on devrait prendre des décisions stratégiques, on devrait agir à ce niveau stratégique-là. Et certaines tâches, peut-être plus hands-on, comme on dirait, peuvent être déléguées. OK. Et qu'est-ce qu'on délègue justement? Quoi déléguer là, en différentes circonstances? Là? Bien, ça peut être des tâches administratives. Tu sais, par exemple, on va prendre, je vais donner mon expérience dans mon ancienne vie quand je travaillais dans la gestion, dans le réseau de la santé. J'avais une agente administrative qui me soutenait, donc elle pouvait faire la prise de rendez-vous, la gestion de l'agenda, elle peut préparer des documents, des plans d'action, ça peut être de réviser aussi, d'organiser des rencontres. Donc, évidemment, en fonction de la fonction, on va déléguer des tâches administratives très souvent. En premier. Bien, oui, certainement. Et là, on voit de plus en plus que l'intelligence artificielle, dans plusieurs champs d'activité, plusieurs circonstances, viennent à la fois peut-être faciliter notre vie, mais en même temps, il y a ce danger chez certaines personnes, chez certains gestionnaire aussi, de perdre le contrôle à un moment donné dans certaines situations. C'est quoi ta position là-dessus, toi? Bien, moi, je trouve ça super intéressant. Je l'utilise, l'intelligence artificielle, dans mon rôle actuellement comme coach parce que je suis mentor, j'ai des accompagnements, mais je m'en sers en soutien. Donc, si je vais donner un exemple concret, j'enregistre une vidéo, il y a un caption, il y a un texte, tu sais, il va y avoir une transcription. C'est l'intelligence artificielle qui fait ça, de la transcription de ce que je vais dire. Donc, c'est super rapide, ça me donne accès à cette information-là et moi, je peux prendre, par exemple, ce contenu-là, le retravailler, le mettre à ma sauce, évidemment, parce que tout l'aspect humain, l'aspect de cœur, un robot ne fait pas ça.
Oui, je comprends. Mais ça facilite beaucoup. Ça facilite beaucoup le travail. Exactement, mais est-ce que toutefois, il y a encore pour toi des pièges à éviter justement en tant que gestionnaire parce qu'il y a des fois, en tant que peut-être domaine informatique, il y a des données qui peuvent être parfois, tu sais, est-ce que pour toi, il y a une façon de voir les choses aussi de cette façon-là? Bien, je pense qu'il faut avoir un lien de confiance quand on délègue à quelqu'un. Puis je pense qu'on doit déléguer des tâches dans lesquelles c'est pas notre zone de génie, c'est pas notre force. Donc, on veut quelqu'un qui est vraiment expert, donc qui va être capable de faire ce que ça nous prendrait le double, le triple du temps à faire, puis qu'elle a fait ça comme, ou lui, d'un claquement de doigts. Puis tu sais, ce qui est monté quand tu parlais d'intelligence artificielle ou de délégation, on va juste prendre, par exemple, maintenant dans les épiceries ou les Walmart, on a des caisses comme on va nous-mêmes, on est nous-mêmes le caissier. Bien, il y a toujours quand même un humain qui est là pour surveiller parce que ça reste des machines. Hein? C'est pas parfait. Alors, on voit quand même très bien depuis tantôt quelles sont les retombées positives de le faire, de ne pas le faire, justement, dans certaines circonstances, soit de déléguer oui ou non. Merci beaucoup à toi, Karine, d'être passée à l'émission. Ça me fait plaisir, Alex, tout le temps. C'est un film qui est disponible dès maintenant partout au cinéma. Je dois vous dire que j'avais très, très hâte de le voir, malgré les critiques qui étaient mitigées. J'ai très hâte de valider, de vérifier ce qu'il en pense sur le film de Napoléon de Ridley Scott. Nicolas Messon-Poirier, salut. Salut, Alex. En voyant à l'affiche un vainqueur d'Oscar, Joaquin Phoenix, en voyant Ridley Scott aussi, c'est là qu'on voit que c'est pas toujours gage tant que ça de succès. Hein? Non, absolument pas. Quand on fait un film, c'est... on essaie quelque chose et des fois ça marche bien et des fois dans ce cas-ci, malgré la distribution, malgré les gens derrière la caméra qui ont une expérience incroyable, le nombre de scores que tout ce beau monde-là a gagné ensemble, c'est un film qui est pas très, très réussi. C'est un film qui dure, 2h38 et c'est sûr que la plupart des gens disent que visuellement, c'est très beau. Et oui, en effet, parce que quand tu as un budget qui se situe pas loin de 200 millions de dollars, entre 140 et 200 millions de dollars, évidemment, visuellement, à moins d'être DC parce qu'on tombe en reshoot, etc., à moins de catastrophes comme ça, oui, évidemment, visuellement, ça va être magnifique. Puis ajoutons le fait, je t'interromps juste 2 secondes, mais c'est parce que aussi Ridley Scott s'y connaît pour recréer des bagarres d'époque, des batailles, on sait, avec Gladiateur. Ben oui, tout à fait. Et ce film-ci, oui, les batailles sont bien, mais le problème avec ça, c'est qu'on dirait que c'est une série d'anecdotes. À un moment donné, on voit des moments qui se passent durant des batailles, d'autres moments, c'est avec Napoléon et la femme de sa vie, Joséphine. Et la plupart du film tourne autour de sa relation amoureuse avec Joséphine et qui est montrée dans ce film-là d'une manière mais tellement plate. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et le problème là-dedans, c'est que Ridley Scott, l'a dit lui-même qu'il se permettait des choses au niveau historique, parce que comme il l'a dit lui-même, à quel point on peut recréer quelque chose de véridique, parce qu'on n'était pas là. Donc, on ne peut pas le savoir. Donc, c'est faible. C'est faible comme argument. Et c'est là aussi où moi, puis là, ça vient me chercher parce que on aurait pu exploiter le filon de Joséphine, justement, parce qu'il y a déjà eu d'autres trucs qui ont été faits sur le plan historique, des documentaires, des livres sur Napoléon. Mais par contre, on aurait pu exploiter le fait de sa relation avec Joséphine pour nous montrer un autre pan de sa vie. Mais comme tu dis, on le fait de façon tellement... inintéressante. Ben, c'est ça, exactement, c'est le terme. Et au moins s'en retourner avec un homme qui était un despote, montrer ses mauvais travers. Là, on le dépeint presque comme un homme rose, puis non, il a tué des milliers de personnes. Tu sais, je veux dire... Et le personnage de Napoléon était dans ce film très controversé à la base. Oui, mais il est aussi fade que la relation amoureuse avec Joséphine. Joaquin Phoenix est un acteur absolument excellent. Et pourquoi il a accepté ce scénario-là? Écoute, on a tous besoin d'argent. Oui. Non, mais ça arrive, il faut travailler. Et est-ce que c'est vrai qu'il aurait eu un droit de regard sur le scénario? Apparemment qu'il aurait eu son mot à dire. Il y a des très fortes chances que oui, vu son statut, ça se peut très bien en effet. Mais je te dirais que Joaquin Phoenix, il ne faut pas oublier, il a joué dans Gladiateur pour Ridley Scott, qui est paru en l'an 2000. Donc, veux pas, c'est le fun de travailler avec des gens qu'on apprécie bien. Donc, il y a ça aussi là-dedans.
Et c'est un rôle prestigieux pour un acteur que d'interpréter le rôle de Napoléon. Mais je pense que non seulement on a mal choisi l'acteur, mais on l'a mal dirigé parce que Napoléon, au nombre de batailles qu'il a gagnées, c'est un personnage qui avait beaucoup de charisme et c'est absolument le contraire. Joaquin Phoenix n'a pas de charisme dans ce film-ci. Il est très fade. Il marche, puis pendant les batailles, il marche, il a comme une face un peu bête. Et pendant les batailles, comme, OK, tirer, puis là, on tire du canon, puis c'est à peu près ça. Puis d'ailleurs, il était reconnu pour être justement un visionnaire, un chef de guerre incroyable, avec des stratégies aussi. C'est pas pour rien, évidemment, qu'il s'est rendu en tant qu'empereur en France, qu'il a remporté la plupart de ses batailles, très imbu de lui-même aussi, et c'est ce qu'il a un peu couru à sa perte, selon l'histoire, bien sûr, qu'on a pu retrouver les écrits par des historiens et autres. Et c'est tout le contraire. Comme tu dis, on voit au contraire quelqu'un qui est vulnérable, même est-ce qu'on peut dire faible? En tout cas, de la manière qu'on le dépeint dans le film. Là, il est assez faible. Et même quand on voit que les soldats l'admirent et à un moment donné, il y a un discours vers la fin du film, genre « Suivez-moi, suivez-moi les soldats, vous m'avez manqué, retournons, retournons à la guerre. » Et tout ça. Il n'y a pas tant de charisme que ça. Donc, malheureusement, Joaquin Phoenix, il est très bon. Peut-être pas dans ce rôle-ci. Pour ce qui est de Vanessa Kirby, celle qui interprète Joséphine, oui, elle est très bonne dans son rôle, quoiqu'elle aurait pu avoir un côté un peu plus séductrice. On comprend qu'elle a ce côté-là, mais c'est pas dépeint d'une façon... C'est très subtil, disons. Et le problème avec ça, c'est la différence d'âge. Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby, ils ont 14 ans de différence d'âge. C'est une chose, mais dans la vraie vie, c'est l'inverse. Joséphine était plus vieille de 6 ans, exactement, de Napoléon. Donc, il y a beaucoup de détails comme ça. C'est quand même des détails importants parce qu'une partie du film de Napoléon, c'est il faut qu'il y ait un héritier. C'est ça, à un moment donné, dans la vraie vie, je pense... Est-ce que c'était un enjeu si important que ça, vu leur écart d'âge, vu le moment, vu beaucoup de choses? Peut-être que c'était pas une bonne idée de mettre une partie du film sur ce point-là. C'est ça. Et en fait, c'est de dire que c'était sa volonté première à Ridley Scott. Puis en même temps, comme tu dis, c'est que la raison première de mettre en évidence cette relation amoureuse, c'est mal ficelé. Et en plus de ça, c'est qu'elle n'a pas non plus, disons, son importance dans l'intrigue finale du film, ou à peu près pas. D'ailleurs, regarde, je ne vous brûlerai pas de punch, au pire, on le brûlera, puis allez pas le voir. Non, mais elle décède, puis même de la façon dont Joséphine vient qu'à mourir, il n'y a pas de... Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a même pas non plus de cohésion. C'est pas... c'est très fade. Moi, je pense que c'est un exercice de style, ce film-là, de la part de Ridley Scott, parce que... Il peut se le permettre. Il peut se le permettre, parce que, rendu à la carrière incroyable qu'il a eue, il peut se permettre d'essayer des choses. Puis je pense qu'il n'y a personne qui peut le blâmer pour ça, parce que, moi, je n'ai pas trouvé, mais il y a beaucoup de critiques qui disaient qu'il y avait certains tons humoristiques dans le film que j'en ai pas vu un, personnellement, mais... Peut-être pour les piètres performances sexuelles de Napoléon. Mais tu sais, qu'on dit dans le film, je sais pas. Je peux aller voir dans la chambre à coucher. Mais tu sais, si on aurait voulu aller dans ce sens-là, il y a une série incroyable qui s'appelle The Great, qui a été portée de 2020 à 2023. C'est une série historique qui se permet certaines libertés avec un humour pince sans rire, un humour noir. Une très bonne série. Il aurait pu aller dans ce sens-là. Ça aurait été une très bonne idée. Il aurait pu aller dans la direction, Napoléon, le conquérant, tout ce qui est par rapport à la guerre. Ou bien, on aurait pu garder le cap sur l'amour qu'il y a eu avec Joséphine. Et là, on a droit, c'est ça, à une espèce de mix des deux. Parce qu'on s'entend, une histoire amoureuse, c'est pour un type de public. Et si on s'en va vers le côté un peu plus guerre, c'est un autre type de public. Et là, on a mélangé à peu près tout ça durant 2h38. Et moi, ma théorie, Alex, c'est que... C'est qui va remporter un Oscar, hein? C'est ta théorie? Non, du tout. Non, ça va pas. Non, du tout. Je te dirais que ce film-là, c'est produit et distribué par Apple TV. Apple TV, eux autres, Apple veut pas, ils doivent produire des films. Et c'est très prestigieux que de dire, j'ai produit le dernier film de Ridley Scott. Même s'il n'est pas si bon que ça, c'est quand même Ridley Scott.
Et lorsqu'il va sortir sur Apple TV+, eh bien, Ridley Scott a déjà dit qu'il va avoir sa version Director's Cut de 4 heures qui va sortir là. Donc, moi, ma théorie par rapport à ça, c'est bon, veut pas, est-ce que c'est si important que ça que le film se rende au cinéma et remporte beaucoup d'argent? Si c'est vraiment Apple TV qui a mis la majorité de l'argent là-dedans, c'est pas si important que ça parce que leur but à eux, c'est pas nécessairement d'avoir un gros box-office, c'est de promouvoir leur service. Et rendu là, on travaille pour une plateforme de streaming. Ça veut dire que la durée du film est plus ou moins importante, contrairement à un film qui est uniquement censé être au cinéma. Plus cohérent sur le plan des faits historiques, ça, je pense que on n'a pas besoin d'être des historiens pour s'attendre à quand même la vraisemblance puis de la cohérence également. Moi, qui est un adepte d'histoire, j'adore ça. Je suis féru. Puis de voir qu'il y a autant d'invraisemblance, ça m'a beaucoup déçu. Il nous reste... Mais une petite parenthèse par rapport à... En effet, il y a beaucoup de détails qui sont plus ou moins cohérents, mais à l'inverse, il y a des détails, il y a des tout petits détails qui sont tellement cohérents, comme, par exemple, il y a un personnage dans le film qui n'est pas là très longtemps, là, un des généraux de Napoléon, le général Dumas. Le général Dumas, bon, il était noir, et le général Dumas, c'est le père d'Alexandre Dumas. L'auteur des Trois Mousquetaires. Des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo. Donc, sur certains points, ils sont totalement dans le champ au niveau historique, mais ils ont pris le temps de nous montrer ce général-là, et bon, avec son importance, et bon, qui est le père d'Alexandre Dumas. Donc, c'est pas des faits à négliger. Ouais. Puis il y a une chose qui est souvent dépeinte dans l'histoire, c'est qu'on disait que Napoléon était petit. Napoléon mesurait 1,69 m et la moyenne générale des hommes de l'époque, c'était 1,65 m. Et apparemment qu'on avait, chez les Anglais, qui était le clan ennemi, on avait un peu dit qu'il était petit, Napoléon, pour s'en servir un peu comme... pour rire de lui, rire un peu... Oui, de la propagande, effectivement. Parce que dans les faits, il était un peu plus grand. C'est l'équivalent de 5 pieds 8 pouces, à peu près, 5 pieds 7 pouces. Là. Donc, c'était un peu plus grand que la moyenne des hommes de l'époque. Merci beaucoup à toi. On se revoit très bientôt. J'ai hâte de savoir tes films de l'année. J'ai hâte de savoir également tes films de Noël préférés déjà. Die Hard. Non, je le savais. Merci beaucoup à toi. Merci. On va évoquer pas mal de souvenirs dans les prochaines minutes pour les nostalgiques de cette rivalité canadien-nordique. Soyez témoins de cette conversation parce qu'il est le co-auteur avec son neveu, donc c'est une histoire familiale, Jean-Philippe Otis, et c'est Jean-Pierre Dauteuil qu'on accueille, auteur de l'épopée des Nordiques. Bonjour! Hey, bonjour Alex! Merci d'être avec nous autres. Pourquoi cet ouvrage? Parce qu'il y a eu quand même plusieurs ouvrages sur les Nordiques, documentaires, mais pourquoi pour vous c'est important là, de faire cet ouvrage-là? D'abord, merci de l'invitation, c'est fort apprécié. En fait, nous, on avait fait un documentaire il y a plusieurs années sur les Nordiques, sur l'histoire des Nordiques, AMH et Ligue nationale. Et je trouvais que dans ce documentaire-là qu'on avait fait, on avait touché à la portion AMH, mais pas beaucoup. Et au fil des ans, et d'ailleurs l'an passé, c'était le 50e anniversaire de la création de l'AMH, la création des Nordiques également, et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient été faites. Et quand tu parles avec des gens, oui, mon âge, 50 ans et plus, mais plus bas, les gens de l'AMH, ça leur dit pas grand-chose. On pense aux Nordiques de Bergeron, des Stachny, de Goulet, de Sakic, de Forsberg, mais il y a eu un avant qui a permis d'avoir un après. Et l'Association mondiale a été créée en 72, les Nordiques sont arrivés en 72, et on voulait, nous, faire connaître davantage cette période-là. Et quand on dit que l'AMH a permis aux Nordiques et à la Ville de Québec d'atteindre la Ligue nationale, pas d'AMH, pas de Ligue nationale. Alors, tout a parti là, et d'où le titre, là où tout a commencé. Oui, puis c'est d'ailleurs super bien documenté. Vous avez trouvé des pièces d'archives, mais qui sont pour moi des œuvres d'art pour tout fan de Nordique, parce que vous avez fait une grosse recherche pour avoir des photos uniques aussi, là. Oui, ce genre de livre-là, pas de photos, ça manque. Il y a quelque chose qui manque. Et si on veut revenir en arrière, il faut revoir les photos, les équipements, les chandails, les masques de gardien de but, l'équipement de gardien de but. Puis les archives aussi, de revoir des joueurs qu'on a entendu parler. Jean-Claude Tremblay,
pour le commun des mortels là, qui suit le hockey d'une vingtaine d'années, bon, c'est un vague souvenir ou c'est quelqu'un qu'on a entendu parler. Et Jean-Claude Tremblay, ça a été tout un joueur de hockey et de le revoir en photo, de le revoir avec l'uniforme des Nordiques, avec le site capitaine. Alors oui, on a fait beaucoup de recherches pour les photos. On est allé voir la Bibliothèque des Archives nationales, on est allé à la presse, Québécois, la Ville de Québec également, qui avait une banque de photos. Et on a fouillé, en tout et partout, on a vu peut-être 3000, 3500 diapositives. En fait, des négatifs, pardon. Alors, on avait à peu près 3000, 3500, mais il fallait se limiter parce que, bon, le coût, le nombre d'espace qu'on avait. On a fait on a trouvé des photos qui n'ont jamais été publiées. C'est des photographes de presse qui ont assisté à des matchs, mais ils prenaient 1 ou 2 photos du match et le reste, bien, ça dormait dans des petites enveloppes à la Bibliothèque des Archives nationales, soit à Montréal ou à Québec. Alors, on a trouvé des belles photos. Maurice Richard derrière le banc. Maurice Richard qui était là 2 matchs seulement. Alors, on a vu avec Jean-Claude Tremblay, François Lacombe. On a vu des photos de Marc Tardif, de Réal Cloutier, de Serge Bernier, de Régent Houle, ancien directeur gérant du Canadien, qui est le père d'ailleurs de Jean-François Houle, l'entraîneur du Rocket de Laval. Alors, Régent Houle a joué 3 ans à Québec. Alors oui, on a trouvé des belles photos, mais ça a été également un travail d'archives de refaire cette histoire-là. On avait une base, mais on est allé chercher encore plus de contenu, des citations marquantes également. Donc, on a essayé de faire bâtir une histoire et par saison. Donc, ça permet aux gens de se promener d'une saison à l'autre et de revoir un peu ce qui s'est passé dans chacune des saisons. Mais est-ce qu'on peut dire que le point culminant de l'histoire des Nordiques dans l'AMH avant de faire, d'ailleurs, on était à quoi, à peu près 2 ans avant de faire l'adhésion dans la Ligue nationale de hockey, c'est le championnat de la Coupe Avco et la saison 1976-77. Ça a été là la grosse année des Nordiques qui était menée par les meilleurs joueurs francophones aussi au pays. C'était au sein de l'équipe des Nordiques. Oui, puis c'est le gros noyau de joueurs francophones. Marc Tardif, Réal Cloutier, Serge Bernier, Christian Bordelot, Richard Brodeur, Jean-Claude Tremblay. Il y avait un noyau de Québécois. Il y a Régent Houle également qui était là, mais pas en 77, mais il était là auparavant. Et 75-76, ça a été la grosse année. Malheureusement, il y a eu l'attaque de Rick Giorgio sur Marc Tardif, qui a presque mis fin à la carrière de l'excellent attaquant. Et l'année d'après, on se posait des questions. Est-ce que Marc Tardif va revenir en force? Il est revenu en force, mais il y en a d'autres qui ont pris du galon, notamment Réal Cloutier, qui était tout jeune, 19-20 ans. Et ça a été la Coupe AFCO, la frénésie au Colisée, victoire contre les Jets de Winnipeg et Bob Éole, qui jouait avec les Jets de Winnipeg à l'époque. Et cette année-là, c'est la seule fois que c'est arrivé. Il y a 2 équipes du Québec qui ont remporté le plus gros trophée de sport au hockey professionnel. Le Canadien avec sa puissance équipe, et les Nordiques avec la Coupe AFCO. Ça a été le point culminant de cette histoire-là, mais il y a eu plein de petites affaires au cours de cette aventure-là de 7 ans. Mais cette Coupe AFCO-là, ça a été la fête à Québec et ça a permis à la Ville de Québec de prendre place et ça les a peut-être aidés aussi à faire leur chemin jusqu'à la Ligue nationale. C'est une crédibilité. Puis on avait un noyau de joueurs québécois avec un entraîneur québécois également, Marc Boileau, qui était derrière le banc des Nordiques à cette époque-là. Et Maurice Filion, on l'oublie des fois, Maurice Filion, mais ça a été tout un personnage dans la MH. Alors c'est ça qui a commencé un petit peu à créer la rivalité avec le Canadien à cette époque-là. Ouais. On allait chercher des joueurs québécois, on jouait dans la cour du Canadien. Donc, ça a commencé là, la rivalité. Ça n'a pas seulement commencé lorsque les Nordiques ont été dans la Ligue nationale, ça a commencé bien avant. Et ça a aidé, bon, bien sûr, on le sait, également, ça a créé un noyau de joueurs pour lorsqu'on est arrivé dans la Ligue nationale, puis on n'a quand même pas eu l'air fou, là, pour les Nordiques quand même. Oui, c'était un club en quelque sorte d'expansion, je vais le mettre entre guillemets, mais ça a quand même permis d'être capable de rivaliser avec les autres équipes là, donc de la Ligue nationale de hockey. Malheureusement, j'avais tellement de choses sur ma feuille, puis il me reste plus de temps. Ce sera ma dernière question en 30 secondes. Est-ce que tu crois au retour des Nordiques un jour à Québec? C'est la sempiternelle question. Je me suis fait poser régulièrement. Je vous dirais à court terme, non. Je pense que la Ligue nationale a beaucoup d'autres marchés aux États-Unis. Houston, Kansas City, il y a même Atlanta peut-être pourrait refaire surface encore une fois dans la Ligue nationale. On a un amphithéâtre de qualité, mais je doute qu'à court terme, Québec soit de retour dans la Ligue nationale. Mais je pense qu'il faut travailler le dossier en coulisses, tranquillement, comme les Jets de Winnipeg l'ont fait pour avoir une équipe de la Ligue nationale. Et si on travaille bien le dossier, qu'on fait les efforts nécessaires pour amener cette équipe-là, ramener une équipe de la Ligue nationale, oui, mais à court terme, pas vraiment. Moyen terme, peut-être, mais on verra. Si jamais ça se fait, tant mieux. En terminant, ce sera le mot de la fin, mais est-ce qu'il est disponible partout, votre livre?
Oui, bien, finalement, nous, on n'a pas d'éditeur, c'est que c'est nous qui avons tout financé au complet. Donc, c'est un peu plus difficile des fois de rentrer dans les grandes chaînes, mais on peut le retrouver sur Billy avec un Y, billyclothing.com, chez Renaud-Bré, Archambault et dans plusieurs autres librairies. Demandez-le par le nom, là où tout a commencé. Chez Renaud-Bré, Archambault, vous allez le trouver. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Puis, on va surveiller d'autres ouvrages, j'imagine, qui surviendront prochainement. Toujours dans le domaine du hockey, ça, on adore ça. Je pense que oui. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions aussi, de choses que vous aimeriez qu'on aborde à cette émission en tout temps, très pertinent de le faire. Facebook, on est là, tvrl.ca également pour vous les rattraper le contenu de cette émission. Possible aussi des semaines antérieures sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube. Et je veux remercier des gens qui travaillent de près à cette émission. Simon, Normand, Jacques, Lucette, Daniel, Alain à la réalisation, Sophie également à la recherche. On se retrouve très, très bientôt. Petit message de fin très important. Avez-vous votre carte? C'est une belle façon de nous soutenir et vous, de vous emplir les poches pour payer vos cadeaux de Noël. Parce que, tu sais, oui, le Père Noël, il en paye une coupe, il les fabrique un peu, mais vous autres aussi, vous contribuez parce que c'est toujours un cadeau aussi qui vient de vous autres. Alors, on le sait que c'est 4 000 $ cette semaine, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Bonne semaine, à très bientôt.